Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Culture PSG du 2 mai 2025, podcast très spécial, notamment en termes d'horaire, en termes de plein de choses différentes. J'avais prévenu à la fin du podcast sur Arsenal PSG qu'on ferait un numéro à part, très orienté tactique, avec Victor, que vous avez déjà entendu ces derniers temps, notamment sur l'animation offensive de Luis Enrique, sur les ajustements possibles de Unai Emery avant Aston Villa PSG. Et là, il a étudié, notamment, il a publié un article sur Sky Sport Suisse, qu'on vous partagera évidemment, à propos de l'animation défensive du PSG, donc, et notamment comment le PSG s'est adapté à Arsenal ce samedi. Victor, tu es là, bonjour. Salut Philo, salut à tous. Voilà, alors je m'excuse, j'ai un peu prévenu au dernier moment, mais j'ai été très occupé aujourd'hui. Je débarque à peine devant mon ordinateur. Mais non, on n'est pas trois, vous inquiétez pas, on va être plein. Mais c'est vrai que ça va être un podcast un peu particulier, je le redis, pour ceux qui veulent réécouter en replay, vous risquez de plutôt devoir regarder sur YouTube parce qu'il va y avoir pas mal de graphiques et tout ça. J'aurais reçu 18 images de Victor pour expliquer un peu. Euh, Victor, on va repartir un peu d'un truc de base, à savoir le PSG avait perdu le 1er octobre dernier à l'Emirates Stadium 2-0. Luis Enrique ce jour-là ne s'était pas vraiment adapté à Arsenal. Euh, Ça s'était pas très très bien passé parce que c'était probablement le match le plus faible du PSG cette saison en termes d'animation défensive, de production en général. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tu veux commencer par... Est-ce que tu veux rappeler un peu ce qu'il n'avait pas fait à ce moment-là d'ailleurs? Et comment joue Arsenal et pourquoi il ne s'était pas adapté peut-être? Oui, bah c'est vrai qu'Arsenal et Arteta, c'est pas forcément un entraîneur autour duquel il y a spécialement une narrative entre guillemets, même si ça commence depuis le succès contre le Real, mais il faut bien dire qu'Arteta développe des idées très intéressantes du côté d'Arsenal et euh, et donc pour replacer un peu le contexte Arteta, donc Arteta il arrête sa carrière en 2016, il devient immédiatement adjoint de Guardiola à Manchester City Attends, juste je me permets de te couper. et Pour ceux qui ne le savent pas, Arteta et Guardiola se sont connus au Barça à la fin des années 90. Arteta a été formé au Barça, il n'a pas percé, il n'a pas vraiment eu sa chance, il est parti au PSG où ils l'ont prêté, puis ensuite il a signé au Glasgow Rangers, il a fait toute sa carrière en Angleterre et en Écosse. Et Guardiola, en fait, était très lié avec Arteta. Arteta était vu à l'époque comme le successeur de Guardiola, à savoir un milieu défensif qui joue devant la défense, qui a une remarquable capacité d'organisation. Il s'avère que cette transmission ne se fera pas, mais les deux sont toujours restés en contact. Et Arteta, comme tu dis, dès 2016, à la fin de sa carrière à Arsenal, est immédiatement devenu adjoint de Pep. Voilà. Vas-y, je oui, t'en prie. d'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, Arteta qui avait laissé un excellent souvenir au PSG lors de son court passage, a un parcours dans le foot qui laisse deviner une vision assez riche du jeu, à mi-chemin entre l'Espagne et l'Angleterre. En plus, il est basque, Oui, donc on peut penser que c'est quelqu'un qui a des idées bien placées entre possession et verticalité, parce tout qu'il à avait une fait. relation notamment assez étroite avec David Moyes, par exemple. Ouais, non mais c'est vrai que Et c'est un joueur très improbable. Il a été formé à la Masia, il est basque et il a fait toute sa carrière. Paris, ça a été le club le plus au sud dans lequel il a joué quand même. Donc Glasgow Rangers, Everton, c'est des clubs à l'époque c'était David Moyes, mais quand même très britannique dans le jeu, dans l'approche. Et lui, qui était vu comme le successeur de Guardiola, a finalement fait une carrière qui n'a rien à voir avec celle de Guardiola en tant que joueur en tout cas. Mais bon, toujours est-il que dès 2016, il intègre pardon, le staff de Pep à City. exactement. Et donc à ce moment-là, Guardiola, dans l'évolution de son jeu, il est en mode 2-3-5 latéral intérieur, donc avec ce mouvement qui avait, c'était Vidal, c'était le 6 et donc en gros Thomas Müller est poussé d'un cran par Philippe Lam et Thiago Alcantara est véritablement le 8 et Juan Bernat devient ailier intérieur. C'est des lignes de passe, hein, c'est pas pour faire appel à des démons qu'on a Pardon, fait ces j'avais coups coupé de le, triangle. j'avais coupé le son. Donc je disais sur le schéma qui représente le 2-3-5 de Guardiola, ça doit être c'est le Bayern Juve en Ligue des Champions où il y a 2-2, si je me trompe pas, ou Exactement, c'est 3-1. le match aller. Voilà, c'est ça. Donc on voit le 2-3-5 de Guardiola avec les deux centraux qui étaient Kimmich et Alaba. Rien que ça déjà, pour le Bayern, c'était une aberration. Vidal devant la défense, Lam et Thiago Alcantara le space, et ensuite devant du latéral qui s'insère, du Müller qui se décale, les deux ailiers très au large, voilà. Donc ça, c'est un peu le schéma de base de Guardiola que Arteta a repris, en tout cas a gardé un peu pour commencer sa carrière.
Oui, d'ailleurs, on se souvient que lorsque Guardiola prend en main Manchester City, il y avait cette innovation qui était un petit peu improbable avec Gaël Clichy et Sagna qui étaient latéraux intérieurs. Et en fait, évidemment, Guardiola au contact de la Première Ligue, et c'est pas pour rien qu'il fait appel à Arteta pour le rejoindre à ce moment-là, va devoir relever le défi de verticaliser son football. Et même si ça, ce n'est qu'un schéma qui date d'un article que j'avais fait à l'époque sur ce match, où à l'époque c'était très nouveau quand même de voir ce côté 2-3-5 et tout. Maintenant, c'est complètement entré dans les mœurs. Et en fait, pourquoi on part de ça? Parce qu'Arteta, il va customiser ce système où là, on voit bien que les joueurs occupent de façon harmonieuse la largeur du terrain et conservent une certaine symétrie. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le football d'Arteta, c'est que lui, il va ajouter une dimension totalement asymétrique, beaucoup plus dynamique, avec des joueurs dans les mêmes zones, des joueurs sur les mêmes lignes, évidemment pour ne pas être prévisible et ne pas donner le loisir à l'adversaire de mettre en place des repères stables défensivement. Et donc on va voir qu'avec Lewis Kelly notamment et Calafiori, il fait ça totalement différemment. Excusez-moi, je disais donc, c'est moi, je me suis encore planté avec le. Je vais le laisser sans mute, hein, tant pis, ça sera plus simple. J'ai pas l'habitude qu'on soit que deux. Donc je disais, je vous ai mis le schéma du 2-3-5, qui est vraiment un 2-3-5 très très dur à voir, de mardi soir. Victor, est-ce que tu veux le commenter, puisque ils n'ont rien entendu dans tout ce que j'ai dit. Je disais que la ligne de 3 derrière, ou de 2, elle est pas très claire. Au milieu, pareil, c'est pas très clair. On voit que ça a beaucoup changé. On est très loin de l'aspect figé d'il y a 10 ans avec Guardiola, quoi. Eh ben oui, parce que ce pas très clair, en fait, on pourrait le voir comme quelque chose de négatif dans l'absolu, mais le foot, évidemment, c'est pas absolu, c'est toujours une comparaison avec l'animation défensive de l'adversaire, qui dans l'absolu est bonne, et donc il faut mal jouer pour être imprévisible. Et du coup, Timber, est-ce que c'est un central, est-ce que c'est un latéral? On sait pas trop. Mikel Merino, donc, est dans le rôle qu'avait Declan Rice lors du match de Ligue, et c'est important de le dire parce que du coup, Declan Rice prend le rôle de Partey sur ce match de la semaine dernière et naturellement va être beaucoup plus limité. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que on peut dire que c'est 3-3-4, on peut dire que c'est 1000 mouvements et en fait moi ce mouvement du match aller, j'appellerais ça triple pivot parce que comme on le voit Timber, c'est très relatif de dire que c'est un central. Ce qu'ils ont fait à Arsenal, c'est que dans la zone où il y avait donc Jean Neves qui était donc relayeur gauche lors de ce match et donc Warren qui jouait beaucoup plus souvent à l'époque qui était relayeur droit. Je vous mets le schéma de l'époque. C'est 2-3-5 PSG octobre. Voilà, il est là. Ça, c'est le. Ouais, voilà, c'est celui-là. C'est celui d'octobre où il y a Dembe. Non, ça c'est celui de. Non, tu me l'as appelé Non, ça octobre. c'est le bon. En gros, ça c'est l'équipe de la semaine dernière si elle avait défendu comme en octobre. D'accord, ok. Très bien. Donc voilà, je vous le laisse. Vous voyez, je te laisse commenter, Victor, ou c'est compliqué à faire? Non, non, on peut y aller. En Vas-y, gros, vas-y. ce qu'on voit ici, et je ne sais pas si vous vous souvenez au début du match, c'est sur la fameuse. Il y a une séquence au début du match où David Raya va envoyer Martinelli en profondeur. Donc Marquinhos est en grande difficulté, Hakimi également, et on passe tout près d'un penalty et même d'un carton rouge pour Donnarumma si l'arbitre avait considéré, etc., mise en danger, patati patata, mais avec l'ancienne règle, on est tout proche vraiment d'un carton rouge pour Donnarumma après 4 minutes de jeu. Et en fait, il va pas jouer long direct David Raya sur cette séquence, il va faire tourner derrière, mais Arsenal va être incroyablement à sa main. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'Arsenal, donc avec ce triple pivot, donc avec Thomas Partey, avec Declan Rice et avec Calafiori, Ah oui, donc. ils vont se retrouver à 3 contre 2 contre Neves et Warren Zaïre-Emery. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette mise en place, c'est que dans la même action, on le voit sur le plan large, Marquinhos, il dit à Vitinha qui est sur Trossard, en gros, pour le coup téméraire, Marquinhos, il dit à Vitinha, laisse-moi Trossard et monte sur Declan Rice. Mais s'il monte sur Declan Rice, il va laisser un énorme trou au milieu avec 4 contre 4 à jouer derrière. Et donc, du coup, Vitinha, il y va pas. Et en plus, il y a Havertz aussi qui traîne. Du coup, pour faire simple, Paris ne va pas s'adapter. Ils vont essayer de dire, bon, on va changer instinctivement les marquages. Mais résultat, du moins sur la partie Arsenal a le ballon, le PSG s'était fait trimballer et malgré le fait que son animation défensive dans l'absolu est bonne, évidemment, elle n'avait pas tenu le coup face aux multiples lignes ouvertes sur de petits périmètres par Arsenal et surtout avec cette dualité, plein d'options pour jouer court et les deux diables de Martinelli et Saka qui partent du coin du terrain et qui sont toujours joignables dans la profondeur.
D'accord. Là, je vous ai remis le bon schéma parce qu'en fait, Victor parlait du match d'octobre et j'avais le schéma de celui de ce samedi, de mardi, pardon. Voilà. Vous voyez ce que vous dit, ce qui vous explique avec le fameux Vitinha, Trossard et Marquinhos qui dit à Vitinha va chercher plus haut, sauf que c'est déjà trop tard parce que l'autre va partir dans la profondeur. Ça, c'était en octobre, donc le fait que le PSG avait un peu subi ce que Arsenal aime proposer, avec justement c'est le jeu long de David Raya, notamment, qui est un élément très important, et la capacité d'Arsenal, malgré tout, à attaquer la profondeur. On l'a vu encore d'ailleurs mardi, les deux seules occasions d'Arsenal, c'est sur des ballons en profondeur d'ailleurs. Enfin, je parle des occasions dans le jeu en tout cas. Ouais, et je dirais même plus les seules occasions d'Arsenal, c'est parce que ça va faire un lien avec ce qu'on va aborder par la suite. Les occasions d'Arsenal, c'est que des coups de pied arrêtés ou des sorties de coups de pied arrêtés. Et il est dispo sur MyCanal, je crois, et pas sur YouTube. Mais Canal toujours fait un résumé du match le lendemain de Champions League. Toutes les occasions d'Arsenal, bah, ça fera une transition pour la partie suivante, qui sont montrées dans le résumé. L'arbitre a déjà levé le drapeau et il y a hors-jeu. Donc Paris, ça va sans dire, c'est bien mieux débrouillé la semaine dernière que lors du match du mois d'octobre. T'es comme moi, t'es complètement paumé dans les jours, c'était il y a 3 jours, mais t'inquiète pas, on est bien. Y a pas de Ah souci. oui, enfin la semaine dernière, Oui. déjà la semaine suivante. Voilà. Et Pas là, de par surprise, exemple, comme disent les jeunes. je suis en train de vous mettre une photo, c'est une capture du mois d'octobre où on voit le PSG qui en termes d'alignement est dans son camp, mais on a Nuno Mendes qui couvre un peu Saka en bas, on a ce genre de choses où en termes de hors-jeu, c'est pas terrible quoi. C'est pas très propre on va dire. C'est pas bon, faut pas faire ça Et puis globalement. surtout, il y a 4 défenseurs. Paris, globalement, ne change pas son système. Il C'est reste ça. avec une défense à 4 et il part du principe que les lignes suivantes vont s'adapter au mouvement de l'adversaire. Voilà. Euh, on passe ensuite à. Est-ce que tu veux évoquer rapidement ce que le PSG avait fait contre Aston Villa déjà? Avec le changement, le carré, tout ça. Ah bah oui, parce que ça C'est va complètement important. connecter Donc, avec ce qu'on va exactement. développer. À l'occasion de la réception d'Aston Villa, donc le PSG affronte une équipe qui joue avec une sorte de carré au milieu, dont on avait parlé avec Camara, Tillmans, et devant eux, McGinn et Ramsey. Et là, on voit que le PSG, si tu veux, j'ai mis l'image, c'est déjà adapté quelque part. Complet. Et d'ailleurs, on avait longuement abordé cette problématique dans le podcast d'avant-match. Ouais. Et il était certain que Luis Enrique allait répondre. D'ailleurs, comme petite parenthèse, dans le podcast qu'on avait fait sur le papier 5+5 de Luis Enrique, on avait vraiment abordé ce que Luis Enrique impose à l'adversaire. Mm. Et comment dirais-je, il a checké ses temps de passage à ce niveau-là. Il a bien réussi à se faire comprendre de ses joueurs. Mais ça, ce n'est que la moitié de la dimension offensive de Luis Enrique, surtout dans le football d'aujourd'hui et surtout au niveau de la Ligue des Champions, où tu ne peux pas imposer tes idées à l'adversaire. Tu es obligé de faire preuve de souplesse pour t'adapter. Et là, bah, si le PSG est pas loin d'aller en finale, c'est aussi parce que Luis Enrique a montré cette capacité. Et donc, contre Aston Villa, comme on le disait dans ce podcast de la veille, si Aston Villa ne montrait pas autant qu'on pouvait l'espérer offensivement, c'était aussi parce que Paris allait répondre. Et donc, pour faire simple, pas de confusion dans les changements de marquage. Hakimi qui monte d'un cran et qui prend le gars qui vient faire 4 contre 3. Ah, du moins, c'est ce qu'Aston Villa est espéré. Et donc, Paris qui va fermer toutes ses options intérieures. Et, important, les 3 derrière, donc Beraldo, Pacho, Nuno, qui n'ont pas joué du tout le hors-jeu ce soir-là, parce qu'ils ont eu peur, à juste titre, de la verticalité de Villa. Et donc, du coup, ils étaient très prudents dans la gestion de la profondeur. Globalement, je pense qu'on peut dire que ça a plutôt bien marché, même s'il y a un petit couac sur le 1-0 et un petit coup de chaud à la fin. Et le retour, c'est totalement une autre histoire. Mais voilà, Mm. carré au cœur du jeu, tu nous fais pas de surnombre, on sait qui prend qui, et derrière, on ne fait pas les foufous, et on tient la profondeur. Je vous ai mis les flèches. On tient la profondeur égale, on recule s'il faut reculer, hein, pour dire clairement les choses. C'est un peu ça. Ce qui est un véritable reniement de la part de Lucho, Ah, parce que lui, à la totalement. base, son modèle de jeu, c'est hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Ce qui est bien, c'est que la seule fois où il demande pas à ses défenseurs d'aller vers l'avant, c'est la fois où il n'y a pas Marquinhos. C'est formidable. Alors que il y en a un, c'est un spécialiste, mais bon, c'est pas très grave, c'est le hasard. Au retour, il l'avait, ça s'est pas très bien passé non plus quand même. Ah ben On a Marquinhos donc, est certainement au cœur de ça. oui, c'est possible. Non, mais c'est sûr. Ah, donc je vous ai mis les flèches. Vous voyez, on avait le gaucher là, c'était Ruiz, je crois. Non, Ruiz était peut-être à. Bon, bref, peu importe. Celui qui sortait, il y en avait un sur McGinn et un sur Ramsey, et les deux autres, les deux plus avancés, bah, ça devait être Vitinha qui était sur McGinn et Neves qui devait serrer Tillmans. Et donc on avait effectivement un 4 contre 4 au milieu où Villa n'est jamais passé d'ailleurs, globalement. Voilà.
Illustration Et donc, suivante. Oui, vas-y, pardon. pardon. Non, mais vas-y, je Non, t'en je prie. disais, et donc au match retour, Villa justement a fait 5 contre 4 et Lucas Digne a pris acte un peu de ce switch et a dit bon bah vu que vous resserrez parce qu'on voit que Doué et Kvara aussi ont été beaucoup plus axiaux que d'habitude et en faisant monter Digne que Villa a fixé à nouveau Hakimi et a foutu le feu comme on le voit sur le but notamment de Magui. Tout à fait. On passe à la. Est-ce qu'on passe à l'image de l'anti-carré, le 3-2-4-1 versus Arsenal? C'est Bah oui, celle-là? pourquoi pas. Voilà. Donc, je vais te laisser expliquer un peu parce qu'il y a beaucoup de flèches et tout ça. Je te laisse décrire pour les gens ce qui se passe exactement à ce moment-là dans les choix de Luis Enrique. Vas-y. Euh, alors du coup, le plan large était hyper important sur ce match. Pour ceux qui ne le savent pas, sur MyCanal, dans les gros matchs de Champions League, vous avez la possibilité de regarder le match avec la caméra tactique. Donc vous n'avez plus de plan serré, c'est beaucoup moins digeste en termes de réalisation. Mais si la caméra normale de la télé est trop serrée, ça vous permet de voir des choses qui sont extrêmement importantes. Et ce match-là était vraiment un match. S'il y avait un match à regarder avec la caméra large, qui nous fait aussi rater des informations techniques, bien sûr, ben, c'était bien celui-là. Et du coup, donc Arsenal, on le voit sur cette image, c'est à peu près le même setup que lors du match de D'octobre. Ligue, Ouais. à part, à part que Lewis Kelly prend la place de Calafiori et que Declan Rice prend la place de Thomas Partey et donc Mikel Merino prend la place de Declan Rice. Ouais. Alors pour ceux qui Mais voient pas, attendez, je vais vous les encadrer là. Les deux dont il vient de parler, ce sont les deux là. Voilà. Ça c'est le double pivot d'Arsenal. Voilà, je vous les ai mis autour des trois Parisiens. Donc vous avez Lewis Kelly, l'arrière gauche, qui passe à droite, et Fabian Ruiz qui suit Declan Rice, qui est devenu la sentinelle ce jour-là, puisque Thomas Partey n'est pas là. Et donc le mec en plus là, c'est Mikel Merino sur la droite. Enfin il est relayeur gauche, et normalement c'est Declan Rice qui joue à ce poste-là. Voilà. Je te laisse comment dirais-je, décrire la façon dont le PSG s'est appliqué pour casser cette fois-ci les problèmes de la dernière fois. bah, du coup, tout simplement, parce que il faut bien prendre la séquence logique du bon endroit. Plus une équipe est forte techniquement, plus les joueurs peuvent combiner sur des petits périmètres et plus ils peuvent désobéir au dogme positionnel, qui, comme on le voit sur les images du Bayern plus haut de Guardiola, où l'idée principale, c'est de bien occuper la largeur, de créer des triangles et de jouer entre guillemets facile. Mais ça marche pas si l'adversaire sait ce que tu vas faire. C'est pour ça qu'on a vu Declan Rice dans une position incroyable lors du match d'octobre, parfois collé à Calafiori, lui partait et Calafiori, parfois ils étaient tous les trois sur la même ligne horizontale devant la surface de réparation dans le half space, donc pas de symétrie, pas d'équilibre, mais des schémas durs à lire. Et donc on le voit bien au début du match, Warren Zaïre-Emery, à un moment il est complètement perdu, il va aller sur l'un, puis sur l'autre, puis sur l'un, puis sur l'autre, et vraiment David Raya s'amuse avec lui et fait finalement la passe à Calafiori. Hmm. Pour éviter que cette situation se reproduise, comme contre Aston Villa, Hakimi est donc arrêté d'être défenseur pendant les phases de pressing haut et devenu milieu de terrain pour à nouveau faire 4 contre 4 avec des repères individuels pour le coup très clairs pour le PSG, malgré une absence quasi totale de structure. Voilà, je vous l'ai mis, le Hakimi. Donc Hakimi se retrouve au marquage de Merino, alors qu'en octobre, il était pratiquement, il aurait été en octobre au marquage de Martinelli, qui maintenant se retrouve pris par Marquinhos à droite, en haut à droite. Voilà, c'est un peu ça le changement, on est d'accord. Oui, et d'ailleurs, on peut considérer que c'est un changement risqué parce que sur le match d'octobre, l'idée générale, c'est bon, Marquinhos et Hakimi, vous êtes à 2 contre 1 contre Martinelli, vous jouez le hors-jeu, il y en a bien un qui va le rattraper si jamais il arrive à être trouvé en jeu, et puis au milieu de terrain, on verra bien qui prend qui, si je dois résumer. Mais évidemment, vu la qualité d'Arsenal, tu peux plus te permettre de faire ça. Et en fait, c'est un peu dans le sens de ce qu'on voit dans le foot ces dernières années. Tu peux plus défendre en zone parce qu'il y a trop de qualité en fait. Et les joueurs vont surcharger les zones où tu as un seul joueur. Ouais. Ils vont réussir à jouer vers l'avant dans des schémas bizarres tarabiscotés, mais derrière, tu cours vers ton but et tu te prends des buts. Oui, non, mais globalement, à ce niveau-là, quand tu commences à courir vers ton but en étant désorganisé, ça finit soit par une occasion, soit par un but, hein. T'es à un tel niveau de lecture des situations, et les joueurs sont tellement bons aussi à tous les niveaux, techniquement, physiquement, tactiquement, ça pardonne pas. Tout simplement, ça pardonne pas. Et tu vois, par exemple, on peut le dire, un club comme le Real a toujours été un peu, des dernières années, un spécialiste de lecture des mauvaises anticipations adverses. On a beau te parler d'odeur du sang, tout ça, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que les mecs, beaucoup d'expérience, ils savent appuyer où ça fait mal, et quand tu fais une erreur, ils te la laissent pas passer.
Donc, Et d'ailleurs, défensivement, il s'en fiche d'avoir une structure. On le voit bien ouais, avec Ramos, Varane, toutes les grandes années du Real. tout à fait. On nous dit, est-ce que ça veut dire que c'est le marquage individuel qui est de mise dans le football moderne? Bah, un peu malgré tout, ouais. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a forcément le PSG défend en marquage individuel au milieu de terrain, des fois aussi un peu en défense, mais plus en zone en défense, mais surtout au milieu de terrain. Il y a beaucoup de marquage individuel, ouais. Donc je te laisse finir sur un peu ce que le PSG a mis en place. Donc on voit Hakimi qui sort de la défense et qui va chercher Mikel Merino, le relayeur gauche, très haut au final. Oui, et donc là, il va y avoir comment dirais-je, une séquence à la télé où là, vraiment, on a besoin d'avoir le plan large. Ouais. Si du moins on veut vraiment comprendre ce qui se passe, Tu parce veux que que je bon, le mette football, c'est aussi un spectacle. les captures à 10,55, 10,58, tout ça? Elle, avec la caméra de la télé, ouais, Ouais, c'est ça. Alors attendez, je vous s'il la te plaît. trouve. C'est la capture suivante, la 11, où on a donc le ballon dans les pieds de... C'est Saliba, me semble-t-il? Ou c'est Timber à droite? Oui, À gauche, pardon. c'est Saliba. Ok, et Kvara qui vient vers lui pour le presser, c'est ça? Oui, et ce qu'on va voir sur ces trois images-là, où le ballon va aller de Raya à Saliba, puis de Saliba à Raya, c'est qu'en fait, ça va être encore plus net sur Raya. Il va lever la tête et puis il ne va pas jouer verticalement. Et en fait, évidemment, ça ne se joue pas à la maîtrise du technique de Raya ou à la qualité du pressing des attaquants du PSG. Là, je Ça vous se ai... joue au travail. Regardez ce que je... Excuse-moi, je te coupe, mais on avait donc le ballon qui était dans les pieds de Saliba. L'image d'après, on voit que le ballon est reparti à Raya et le malheureux Kvara qui est toujours en train de courir derrière. L'image d'après, le ballon, je vous la mets à jour, est de nouveau dans les pieds de Saliba. Et on voit de nouveau Kvara qui court vers lui. Voilà, on est là, vous avez vu, on a fait 7 secondes entre les deux. Donc en gros, ils se sont échangés la balle entre Raya et Saliba pour un peu se dégager du pressing et que Kvara s'épuise, quoi. En résumé. Oui, et d'ailleurs, on peut préciser que sur cette séquence, Kvara, c'est l'avant-centre. Ils ont Ouais, changé intelligemment avec Dembélé pour une problématique d'urgence, mais toujours est-il qu'on le voit bien sur cette image comme sur la précédente avec David Raya, la tête de Saliba est levée. Saliba, il sait faire une transversale, il sait faire une longue passe en profondeur, mais s'il ne la fait pas, c'est pour une raison qu'on peut pas voir voilà. dans ce plan-là qui est trop serré, mais bien sur le plan large, c'est que Je, ce back 3, il avance. je vous ai mis le fameux plan large, c'est que les trois Parisiens de derrière, donc Nuno qui est parfaitement aligné sur la ligne de la médiane, Pacho qui est un peu dans le camp adverse, au cas où ils doivent sortir sur le joueur devant lui, et Marquinhos côté opposé avec Martinelli. D'ailleurs, Marquinhos c'est pas loin de couvrir tout le monde, mais bon, c'est ça, Victor. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas forcément une catastrophe parce que il y a une autre notion qui est importante dans ces gestes, c'est l'armée. Et je fais une petite parenthèse sur Marquinhos, donc que j'avais un petit peu critiqué assez vivement dans un article qui est sorti avant ce match et où j'avais un peu détaillé l'ouverture du score de Liverpool au Parc des Princes. L'erreur que fait Marquinhos, c'est qu'il ne lit pas l'armée de Alisson sur ce ballon où, pour faire simple, il doit mettre Darwin hors jeu. Il tient pas compte du fait que le temps que Darwin que Allison arme, Darwin va irrémédiablement finir par être hors jeu. Et donc Ouais, là, on voit bien que Saliba, son corps, il est tout raide, il est tout droit, il va avoir besoin d'un ou deux appuis pour envoyer ce long ballon. ouais, Donc même si Saka est en jeu à ce moment-là, c'est pas le moment du contact avec la balle. Mais toujours est-il que ce plan, il est quand même assez incroyable, ce plan de jeu, parce qu'on va se retrouver quasiment avec un 2-5-3. Les deux, c'est Nuno et Marquinhos, puisque Pacho, de fait, il sort sur Trossard, qui est un ouais. peu le cinquième élément du cœur du jeu, un peu comme le Paris d'ailleurs. Et Saka et Martinelli vont être hors jeu. Arsenal va être attrapé hors jeu 4 fois, mais ils vont être hors jeu tout le match, et ça va bien évidemment faire dérailler leur animation offensive. Et sur cette séquence, ils finissent par jouer court et perdre la balle. D'accord. Et en fait, donc, le plan de jeu du PSG, on me le dit sur live, mais en fait, Paris ouais, a joué le hors-jeu. Ouais. A vraiment, Complet. de façon, bah, j'ai envie de dire de façon rare, ouais. Ouais. Vous voyez là, sur toutes les images, Nuno bah, il peut pas aller jusque dans le camp adverse. Hein. Tu joues pas le hors-jeu dans le camp adverse, sinon t'as rien compris. Mais en tout cas, dans ton plan de jeu, tu as vraiment les trois, hop, et tu vois que Marquinhos, ça je vous ai légèrement, c'est l'image d'après, où Saliba est prêt à envoyer sa sacoche, et bah là, Saka il est hors jeu désormais. Marquinhos s'est légèrement remonté, et il a mis aussi bien Martinelli que Saka hors jeu, quoi. Et d'ailleurs, on a vu énormément de frustration de la part de Martinelli et Saka.
si vous vous souvenez, à la 24e minute, il y a un hors-jeu pour le coup où la passe interdite, la passe illégale, irrémédiablement va être faite par David Raya. Et en fait, quand on regarde la séquence au plan large, je sais plus si je t'envoie des captures de ce hors-jeu-là. 24e hors jeu Euh, sifflé, ouais, je l'ai. Ouais, voilà, je vous la mets en plat, là, la capture. et cette séquence, elle est très très forte parce que là, sur cette séquence, Arsenal, ils sont en échec. J'allais pas dire échec et mat parce que bien évidemment ils vont répondre au match retour, mais là Raya il peut rien faire d'autre en fait et on le voit bien avec le plan avec ce plan large. Raya il est pas forcément cadré parce que Dembélé on voit bien que son job c'est de fermer le pied droit de Raya, mais il peut jouer pour Saka, il peut jouer pour Martinelli et là le PSG en fait va faire ce qu'on appelle jouer le hors-jeu. Ils vont utiliser la règle comme un défenseur supplémentaire. On voit que Marquinhos traîne un petit peu mais ça suffit pour mettre tout le monde hors jeu. On voit bien en orange les marquages et derrière la ligne qui monte. Et donc un schéma qui est tout à fait disgracieux et tarabiscoté, mais qui est sur mesure pour Arsenal. Et du coup, bah, c'est quand même comment dire, quelque chose de parlant sur l'entraîneur Luis Enrique. C'est pas juste quelqu'un qui impose ses idées aux autres. Là, il montre, lui et son staff, qu'ils ont beaucoup de souplesse et de capacité, un peu comme Emery, à comprendre l'adversaire. Après, le PSG joue le hors-jeu par exemple sur les dégagements de Raya, mais quand Lewis Kelly et Rice arrivent à percer plein axe et à trouver, là c'est un peu plus compliqué de jouer le hors-jeu, si j'ai bien compris. Exactement, et c'est là que le plan, bon après c'est une demi-finale de Champions League, donc on peut penser qu'ils ont passé un petit moment à la préparer, mais Ouais. ce que j'ai trouvé assez remarquable sur ce match-là, c'est que dans ces moments-là, où donc en gros c'est le plan bloc médian bas, Paris revenait avec quatre défenseurs et a en gros forcé Arsenal à jouer cette fois-ci entre les lignes dans des petits espaces, et là clairement il faut le dire, même si j'aime bien ces joueurs, notamment Trossard, bah là, c'était trop court, tout simplement techniquement pour Arsenal pour utiliser cet espace entre les lignes. Arsenal n'a pas su dire en gros, vous nous laissez pas la profondeur, du coup on va briller entre les lignes. Après, je pense que Saka, notamment au match retour, va avoir une position beaucoup plus intérieure. Mais Paris, en tout cas, a vraiment mis Arsenal dans un inconfort offensif total. D'accord. Et il y a un truc aussi dont tu parles sans parler quand tu parles de Trossard. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'à part Saka, que ce soit Trossard ou Martinelli, ils sont incapables de passer un dribble, quoi. Et tu sais que ce sont des joueurs qui vont jouer, qui sont capables d'être dangereux dans de l'espace ou ce genre de choses, mais quelque part, tu les crains pas en un contre un, quoi. Saka, tu vois qu'il était craint en un contre un, t'avais des fois des prises à deux sur lui. Trossard ou Martinelli, tu t'abuses pas à créer des prises à deux ou des dispositifs un peu spéciaux, de l'aide spéciale sur eux, pardon. Donc c'est aussi pour ça Mis que à tu. part peut-être le moment où Marquinhos finit en super crabe, mais même là, pour aller dans le sens de ce que tu dis, l'enchaînement, il est trop light techniquement côté Oui, Arsenal. ouais, non, je suis d'accord. Mais en fait, ça m'avait choqué il y a quelques mois en les regardant jouer contre Newcastle et vu du stade, ça m'a choqué aussi. Martinelli, enfin pour un ailier dit de débordement, c'est un peu juste hein, quand même, hein. Il y a quand même Et un. Oui, vas-y. j'ai été interpellé par quelqu'un sur Twitter sur cette question-là parce que j'étais assez laudatif sur Martinelli dans la preview de Arsenal Real. Et c'est vrai que j'ai trouvé sa remarque assez juste. Elle va dans le sens de la tienne. Après, c'est vrai que Martinelli, c'est quand même un gars qui est efficace. Par exemple, contre l'Inter, alors qu'il est cadré un peu, comment dirais-je, un peu prudemment dans le sens de ce que tu dis, il arrive à mettre un centre plongeant qui aurait largement dû faire penalty avec faute de Yann Sommer. Martinelli, c'est un peu le joueur moderne par excellence. Il est excellent dans rien, à part peut-être dans le tranchant, mais il est régular dans tout. Mais là, c'est vrai que régular plus plus, à ce niveau, c'est un peu court. Ouais. Est-ce que tu veux, je suis allé chercher sur ton article de Sky la photo où tu expliques justement l'occasion de Declan Rice qui lance Martinelli en profondeur. Est-ce que tu veux qu'on passe dessus rapidement ou pas? Pour montrer que Arsenal a su être un peu a su perturber le PSG un peu avec d'autres moyens quoi. Oui, bah ça fait une bonne transition pour le Vas-y. match retour, parce que Donc c'est sûr qu'Arsenal va proposer autre chose. ça Et c'est ça c'est l'occasion où Trossard va défier Donnarumma, ouais. ouais c'est ça là. On voit au début donc Rice casse le pressing le marquage individuel c'est de Ruiz c'est ça? Je sais plus qui est son marquage à ce Oui, moment-là. exactement. Il fuit sa pression et il arrive à se tourner. Ouais, voilà. Et ensuite,
Bah là, le PSG paye aussi le. Il y a Doué qui est complètement à la rue au milieu, si je me trompe pas, qui subit totalement l'action et qui comprend pas trop ce qu'on lui demande de faire. Donc Doué, si je me trompe pas, il est juste là. Non, Doué, il est pas là. Excusez-moi, attendez, je vous refais le schéma. Doué est celui à gauche de Rice qui est en train de se retourner et d'avancer, si je me trompe pas. Mais là, Et droit, ouais. voilà, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait d'un point de vue collectif au côté PSG? Parce qu'on voit que Marquinhos c'est quand même très bas par rapport aux deux autres défenseurs, mais c'est pas forcément ça le problème. Et j'ai presque envie de dire, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de problème. Non. Tellement c'est inévitable d'être partiellement déséquilibré à ce niveau-là. Après, euh, je trouve qu'il y a un élément qu'on voit sur la deuxième mi-temps d'Arsenal et qu'on a vu à Anfield, en match retour, c'est un des talons d'Achille du PSG, défensivement, avec cette formule. Ils sont en difficulté quand l'adversaire met du rythme. Et des petits détails, la façon de remettre le ballon en jeu sur les touches, une certaine manière d'aller vite, de mettre vite, vite, vite le ballon en jeu. Liverpool l'avait très bien fait lors du début de match, avec une sacrée tempête pour le PSG. Ouais. Et là, Arsenal, c'est ce qu'ils font, parce que là, on sort d'une touche, et j'ai envie de dire, c'est inévitable de ne pas être capable de se réorganiser. Et, euh, et du coup, bah, à ce niveau-là, une petite liberté face au jeu, ça suffit. Et là, ce qu'on peut reprocher à Marquinhos, c'est peut-être de ne pas être orienté pour prendre Trossard, et surtout de peut-être pas avoir les cannes pour bien bien le gérer. Mais reculer, par contre, là, en l'occurrence, c'est plutôt nécessaire. D'accord. Et donc là, ce qui se passe au final, Martinelli, qui est totalement à gauche, sert de fausse piste. Comment ça se passe l'action en fait? Parce que Trossard, finalement, va dedans ou c'est Martinelli qui. Parce que je me souviens plus des. Trossard, il sort. Ouais, il sort. Ah oui, il l'écarte. Attends, mais je comprends plus parce que c'est Trossard qui frappe à la fin, donc je me souviens plus ce qui se passe dans l'action. En fait, au début de cette action, je Ouais, crois qu'on part d'un ballon qui est dans les mains de David Raya. Et évidemment, l'objectif du PSG sur ce match-là, c'est de ne pas avoir à changer les marquages pour pas qu'il y ait de confusion. Mais Arsenal, surtout après la mi-temps, ils savent mettre un peu de boxon. Et là, au début de cette action, il me semble que Odegaard, euh, ou peut-être c'est une autre action, il va mobiliser João Neves. Mais toujours est-il que, à partir du moment où Arsenal met du rythme, il suffit qu'il y ait un marquage à échanger pour que toute la chaîne de marquage soit cassée. Et la notion, en fait, qui est primordiale, et c'est une notion qu'on peut lire dans les deux sens, et j'en parle dans l'article, c'est le porteur libre face au jeu. Parce que porteur libre face au jeu, ça peut tout vouloir dire. Ça peut vouloir dire il a le temps de mettre la passe fatale dans la profondeur, comme il n'a pas le temps de la mettre. Et en fait, là, il trouve une liberté précaire des Declan Rice, mais une liberté inévitable. Et Martinelli, ce qu'il fait, c'est qu'il va occuper quand même une position plus intérieure. Et Trossard, en se proposant d'être servi très très large, bah, forcément, il mobilise, en l'occurrence, João Neves, qui aurait pu rentrer dans la défense pour aider Marquinhos. Et du coup, Arsenal, ils arrivent plus ou moins à créer une situation qui est le porteur libre de jouer vers l'avant et un contre un dans la profondeur. Et en fait, à d'accord. ce moment-là, toute la difficulté, c'est est-ce qu'on active la carte hors jeu ou est-ce qu'on l'active pas? Parce que si Ouais, on l'active et que le gars est trouvé onside et qu'on a l'orientation inverse, bah, ah, là c'est un t'es contre cuit. un et exécution du gardien. Ah oui, là t'es cuit là. Parce que tu t'as pas le temps de repartir vers le but, hein. C'est fini là, à ce niveau-là, Exactement. ça va trop vite. Ok. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la façon dont le PSG a défendu? Est-ce que tu veux qu'on bascule déjà, parce qu'on en est quand même à 35 minutes d'explication, même si au début j'ai eu des loupés techniques, je m'excuse. Qu'est-ce que tu veux rajouter ou pas? Non, bah juste Bon, que j'avoue que je m'y attendais pas du tout. J'avais pensé 3-0 pour Arsenal parce que honnêtement, ce dont on parle là, c'est ma conviction, c'est pas du tout un aspect accessoire ou comment dire autour du match. C'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que si Paris, malgré toutes ses qualités et malgré l'assimilation de son plan de jeu, ce qui est déjà un long travail d'assimiler le plan macro, avait juste défendu comme d'habitude contre Arsenal mardi soir, moi je suis sûr qu'il serait fait exploser. Parce ouais. que Arsenal, ils ont trop de solutions, ils sont trop bien huilés, mais c'est justement la pertinence des changements et la pertinence puis même l'obéissance des joueurs à cette stratégie qui fait que Paris a pu recruter cette solidité. Et en tout cas, moi, c'était mon ressenti sur le direct. Euh, Ça se sentait qu'Arsenal n'avait pas la solution et que c'était gagné, entre guillemets, pour garder le zéro du côté de Paris. La déception, forcément, elle est venue du nombre de buts que David Raya a encaissé. Ouais, mais tu sais, même au stade, à la fin, ça se sentait qu'ils avaient plus de solution. Qui... le ballon, le PSG était moins en danger quand Arsenal avait le ballon dans les pieds que quand Arsenal avait une touche ou un coup franc. C'était incroyable. Tu vois, je fais pas une, je mets pas le PSG dans les meilleures défenses d'Europe, hein, parce que je pense qu'il y a des équipes qui défendent infiniment mieux que le PSG. Pas non plus 30, hein, mais il y en a qui défendent mieux que le PSG, clairement.
mais on voyait qu'Arsenal ne savait pas quoi faire du ballon, ne savait pas comment déborder, ne savait pas comment attaquer la profondeur, trouver des relais au cœur du jeu, tout ça, ils n'y arrivaient pas. Alors après, évidemment, ils ont eu quand même des occasions un peu sur le match, mais bon voilà. On nous dit, est-ce que vous parleriez du fait qu'à chaque début de temps fort d'Arsenal, le PSG a réussi à se procurer une faute pour casser les occasions dans l'œuf? Ouais, le PSG a très bien su gérer les montées en température d'Arsenal. Aller gratter une faute, prendre du temps pour faire une touche. Euh, à ce niveau-là, Mathieu en parlait dans le podcast quand il disait une équipe mature, et ça s'est vraiment vu. Il y avait une vraie volonté de contrôler le tempo, le rythme, pour pas que le match s'emballe. Clairement, clairement, clairement. Et l'arbitre a aussi rendu service, parce que moi je suis d'accord avec vous, il y a des moments, il aurait pu siffler un peu moins, où il aurait pu siffler des fautes contre le PSG, où il a donné, il a laissé un peu de temps, tout ça, quoi. Mais bon. T'as eu ce ressenti aussi, Victor, toi, sur le fait que le PSG avait bien géré les coups de chaud d'Arsenal? Complet et d'ailleurs les fautes, c'est des fautes entre guillemets qui récompensent la transition offensive du PSG avec, il me semble, un aspect qui a été primordial, c'est la protection de balle. Notamment un gars comme Ruiz avec ses longues jambes. Une fois qu'il met ses jambes entre le ballon et l'adversaire, ben, la faute c'est la seule option. Et, euh, et, euh, et c'est tous ces aspects aussi qui sont des aspects athlétiques et qui font la valeur de ce PSG où il n'y a pas vraiment de grandes stars au milieu de terrain, même si Jean Neves certainement est en train d'en devenir une. Mais, euh, mais encore une fois, il y a eu un moment, je trouve, qui résume assez bien le match. Les gens n'ont pas trop compris, et c'est assez légitime, que l'arbitre siffle faute de Saka sur Pacho, quand Pacho est en train de protéger la balle Ah, après sur une diagonale Mendes? de Raya. Sur Mendes, tu veux dire plutôt, non? Nuno, pardon, oui, Ouais, Nuno, tout à ouais, fait. Nuno, ouais. Le fameux duel sur le Et ben sur côté. la passe, j'ai pas trop compris l'arbitre parce qu'il a levé comme faute, il me semble bien, et pas comme hors-jeu. Mais Hmm. il y a hors-jeu de Saka au départ, donc il peut pas derrière jouer le duel. Donc vraiment, la stratégie a vraiment très bien fonctionné. Ah bah tu fais bien de nous le dire parce que combien de fois j'ai entendu gna gna gna, ils nous ont tué le match, cette faute elle c'est là. Il y a quand même un mec d'Arsenal qui m'a expliqué que cette faute c'était la bascule de la double confrontation. Je fais écoute, tu peux te calmer un peu hein. Après, c'est pas des situations faciles à arbitrer parce qu'il y avait une erreur d'arbitrage, notamment en demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Le Barça marque un but comme ça où l'arbitre oublie de, euh, de lever. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un twitto arbitre, Bilal Afellay, notre ami marseillais pour ne pas le nommer, qui m'avait confirmé que le but était illégal. Mais là, pour D'accord. le coup, l'arbitre ne s'est pas trompé, même si je suis pas sûr qu'il ait fait exprès. Mais en tout cas, il y avait hors-jeu de ça. D'accord, bah c'est bon à savoir qu'il y avait effectivement hors-jeu de Saka. Ok, est-ce que tu veux évoquer les possibles adaptations d'Arsenal pour le match retour justement maintenant? Parce que on se doute bien qu'ils vont pas faire deux fois le même match. À moins d'être vraiment très bêtes. Mais bon, à ce niveau-là, des gens très bêtes, il n'y en a pas beaucoup quand même. Je... C'est clair, et c'est pour ça que je pense qu'on fait bien d'aborder ces aspects stratégiques du jeu qui sont plus que jamais fondamentaux aujourd'hui. Il faudrait que je la retrouve, mais il me semble qu'Arteta, je l'avais liké sur Twitter, avait dit une déclare en après-match. En gros, à la mi-temps, j'ai compris ce qu'il fallait faire et je vais le faire au match retour. Ah, il a même dit Et qu'ils avaient changé. Selon lui, ils ont changé des choses avec le ballon au bout de 25 minutes. Alors, je sais pas trop moi, si. Moi, ça m'a pas sauté aux yeux, j'avoue honnêtement. que j'ai surtout vu l'adaptation de l'animation défensive d'Arsenal qui a mieux géré Dembélé Ouais, moi, après 25 minutes. ça, quand Saliba a commencé à dire à Ousmane, écoute, t'es gentil, mais tu vas arrêter de nous massacrer. Ça, on a bien vu ça. Mais Mais avec le ballon, j'ai pas compris. d'un autre côté, cet ajustement d'Arsenal a peut-être pesé un petit peu lourd dans le jeu direct de Paris qui a fait très mal à la fin face à un alignement un peu accordéonesque, notamment sur la barre de Ramos. Donc Dembélé, c'est une petite parenthèse offensive, mais il te mobilise quand il décroche, t'es déjà sur le mauvais chemin. Et d'ailleurs, un des enjeux du retour, avant de penser à marquer pour Arsenal, c'est déjà de ne pas prendre de but, ce qui est loin d'être acquis pour eux. Mais, euh, Bah, surtout vu et le du nombre coup, ouais, pour d'occasions. le, Enfin, je te coupe, excuse-moi. Le nombre d'occasions qu'ils ont concédé à l'aller, ils sont à la maison. Le PSG marque un but. T'as quoi, 4, 5 occasions franches pour Paris quand même? C'est beaucoup pour une équipe qui est censée être une des trois meilleures d'Europe défensivement quand même. Enfin, moi je pensais pas qu'on aurait autant d'occasions à Arsenal, hein, je le dis honnêtement. Vraiment, eux de leur côté, il y a beaucoup de travail quand même. Enfin bon, chacun ses problèmes. Je t'en prie, revenons à nos moutons, hein, Victor. ouais, du coup, sur l'aspect défensif, bah, c'est sûr, hein, Arsenal, c'est le match le plus important depuis un bon moment, hein, donc ils vont certainement le préparer avec énormément d'assiduité et prendre acte de la façon dont ils ont été secoués tactiquement par Paris au match aller, parce que sur le jeu dynamique par rapport au coup de pied arrêté,
Il n'y a pas photo, Paris a largement maîtrisé ce match. Et moi, je trouve que la petite source d'inquiétude pour Paris, c'est, enfin, sans faire l'oiseau de mauvais augure, ça pourrait être le moment où tu vas le payer. C'est ce match retour à Aston Villa, où clairement, ce qui ressort de ce match, c'est que quand tu as surpris Emery au match aller, mais quand Emery a voulu te faire une réponse tactique, là, ça y est, tu n'as pas tenu un échange tactique à trois bandes. Tu pouvais faire une proposition surprenante à l'aller, mais au retour, quand l'adversaire s'est adapté à son tour, ça y est, tout le monde était perdu. Donc il faut gager que ce sera pas le cas au Parc des Princes. Mais qu'est-ce qu'Arsenal va chercher à faire? À mon avis, ils vont chercher. Alors déjà, il faut savoir que Partey sera présent, si je dis pas de bêtises. Oui, 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 Partey sera là, oui. Donc Merino et Trossard, il y a sûrement une place pour deux avant-centre. Partey sera la relayeur gauche et Partey Partey, sera la relayeur droit, pardon. ouais, ouais, j'allais dire, Partey sera devant la défense et Rice sera surtout relayeur gauche. C'est ça la plus grosse différence. Ouais, le relayeur droit et le 6, en fait, c'est le même Oui, joueur. c'est ça. Et Rice, c'est un peu le 6 gauche et le relayeur gauche offensif. On pourrait parler d'Odegaard qui a été très en dessous de ce qu'il doit produire pour déséquilibrer une défense bien organisée. Mais clairement, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est d'utiliser Saka, quand même leur meilleure arme offensive, dans une position beaucoup plus intérieure et même peut-être très très intérieure parce que ce petit coup de chaud avec Martinelli qui est pas loin de marquer et qui est hors jeu également sur le centre lobé de Saka où Gigio est un petit peu aux fraises Mm. en fin de première mi-temps. Ouais, ouais. Il y a hors jeu de Martinelli. Mais par contre, Saka a le space gauche. Comment on fait? Et je pense que ce serait tout à fait logique qu'Arsenal, moi ça m'étonnerait pas, par exemple, Saka a le space gauche la moitié du match. Parce que là, Paris les connaît trop bien, les a trop bien lus. Mais bon, je pense déjà à le space droit plutôt que aile droite. Et Mm. surtout, un élément qui est important, c'est le brief de Arteta à Ben White avant son entrée. Ouais. Et alors peut-être qu'il parle de l'aspect défensif, mais Juste en tout cas, Ben White, il va dédoubler toute la pour fin du ceux, match. attends, juste je me permets pour expliquer, tout le monde n'a pas en tête tous les détails. Ben White a remplacé Timber à un quart d'heure de la fin au poste d'arrière droit, en gros. Timber pouvait pas continuer, il était blessé. Il fait rentrer Ben White, qui est son arrière droit remplaçant. Voilà. Et au moment où il rentre, Arteta lui fait un briefing pas possible. C'est ça. Oui, et il va y avoir deux temps de jeu, il me semble, avant avant la fin du match, avec Ben White impliqué. Il y a une diag de Declan Rice dans la zone Ben White Saka où on va pas trouver Ben White dans le dos, mais ça va mettre un peu de doute au PSG. Et il y a une autre séquence, je ne sais plus si c'est la même, où ça se transforme en jeu placé. Et à nouveau, c'est l'alignement qui fait la différence et le drapeau va se lever sur une passe adressée à Bukayo Saka. Mais il y a fort à parier qu'au match retour, Ben White va être très très haut. Et d'ailleurs aussi, il y a fort à parier qu'Arteta, et ça fait le lien avec ce qu'on disait au début du podcast, va se servir de la dimension indéfinissable du poste de Timber, qui est ni un latéral ni un central, c'est un peu le Bastoni de Arsenal, Ouais. et que là, naturellement, il va pousser Timber à la limite. Et en fait, euh, moi j'ai eu ma période, mais je pense qu'ici on a tous une période jeux vidéo football. Dans PES, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une option, et même dans FIFA, qui était modifier position. Tu Mm. prends ton défenseur ou ton latéral et tu bouges la bouboule dans un carré. Et à partir d'une certaine limite du carré, où la boule va sortir, tu peux plus appeler le joueur arrière droit ou tu peux plus l'appeler milieu droit. Le jeu te dit, ah bah non, là, si tu le mets là, c'est plus arrière droit, c'est milieu droit. Mm. Et en fait, Arteta, ce qu'il fait, c'est que Timber, il le met à la limite de cette zone. Et on voit bien que sur l'action de tout à l'heure, où Rice va trouver Trossard en profondeur, que Timber est beaucoup plus haut que lors de la première mi-temps. Donc, il va falloir peut-être que Paris soit capable d'improviser par rapport à la proposition offensive d'Arsenal pour ne pas revivre ce qu'il a vécu contre Aston Villa, parce que finalement, la réponse de Unai et d'Arteta est très similaire. Unai, il monte digne d'une ligne, Arteta, il monte Ben White d'une ligne. Mhm. Effectivement. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'avoue que je vois. Enfin, je me dis qu'Arsenal a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent changer pour être beaucoup plus dangereux au match retour, quand même. J'ai du mal à croire qu'ils seront aussi peu. Enfin, ils ont créé 2 occasions dans le jeu en 90 minutes en jouant à domicile, quand même. Bon. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais je suis pas. Le PSG est loin, loin, loin d'être qualifié encore, en tout cas. Et Non, il faudra savoir un peu improviser aussi. Il faudra savoir répondre et pas seulement faire ce qui a été vu avant le match à la vidéo. Il faudra aussi être à l'écoute
de ce qui va venir du banc si jamais il y a une proposition totalement improbable en face, comme par exemple Saka space gauche. Et pas à exclure, je pense. Ouais, très bien. Écoute, on a globalement fait le tour, parce qu'on avait dit qu'on ferait comme ça un petit retour de 1 heure maximum sur cette rencontre, sur les ajustements tactiques, tout ça. Et effectivement, le grand fait de jeu, c'est quand même le PSG qui se retrouve à jouer le hors-jeu à Arsenal, alors qu'il ne l'a pratiquement jamais fait cette saison, quoi. Et ça, personne ne l'avait vu venir, et ça a été quand même un très bon point au crédit de Luis Enrique, quoi, tout simplement. Ok. Et puis ça s'inscrit en complémentarité avec la dimension dictatoriale de son jeu. Là, on voit qu'il est capable aussi de faire preuve d'une grande souplesse, contrairement à ses discours de façade, pas de calcul, etc. C'est véritablement un stratège aussi. Ouais, bien sûr. Il y a, au bout d'un moment, il y a le fond, la forme, tout ça. Bon, c'est pas tout à fait la même histoire, quoi. Mais bon. En tout cas, on me dit on va les poutrer. Je sais pas, mais en tout cas, si on peut déjà être aussi au point tactiquement, ça sera pas mal pour espérer rejoindre la finale de Munich, qui sera face à une équipe, si elle a lieu, forcément très très forte, que ce soit l'Inter de Simone Inzaghi ou le Barça feu follet d'Hansi Flick, qui, je sais pas, vous ne vous rappelez pas, a déjà gagné une finale de Ligue des Champions contre le PSG. Voilà. Tiens d'ailleurs, dans l'autre demi-finale, Victor, tu as trouvé Simonet dominant Hansi Flick ou pas? J'ai trouvé que Hans Flick avait très bien anticipé les problèmes qu'il allait pouvoir rencontrer face à Yamal, parce que je Hmm. pense qu'aussi quand Simone il parle de Yamal, qui est bien évidemment extraordinaire, il est aussi un petit peu dans le discours de façade. Bien évidemment qu'il a un plan pour le stopper, parce que Yamal c'est quand même un joueur. Il y a des tout petits points faibles, mais sur lesquels bien sûr les adversaires appuient. Notamment, il rentre beaucoup moins à l'intérieur facilement que Messi. Hmm. Et Hans Flick, il a mis Pedri beaucoup plus à droite que d'habitude. J'ai trouvé que le Barça quand même à sa main, enfin à sa main, peut-être pas à sa main, mais tranchant offensivement. Après ce truc de ce match, il y a tellement d'absents que Ouais, les deux équipes étaient dans un bricolage malheureusement indigne d'une demi-finale de Champions League et c'est regrettable. tout à fait. Allez, ce sera la conclusion. Je suis désolé, j'ai dévié, j'ai parlé football au général avec Victor parce que on aime trop ça. Sur ce, on se retrouve lundi soir pour le prochain podcast Culture PG. On sera sur Strasbourg PSG, le match qui passionne la France, et la demi-finale retour PSG Arsenal. On fera la preview. On vous souhaite un très bon week-end à tous. On espère que ça vous a plu. Merci à Richard Mahmoud pour le sub. Je suis désolé, j'ai organisé ça un peu au dernier moment. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse pour le problème de son. Je vais devoir éditer un peu la vidéo pour le replay, comme ça il n'y aura pas les moments où il n'y a pas le son. Donc ça mettra probablement un peu plus de temps à être disponible en replay. Allez, sur ce, bonne soirée à tous, bon week-end, à très vite et encore merci pour votre fidélité. Et merci à toi Victor surtout d'être venu et de nous avoir accordé comme ça une petite heure. Merci à toi Philo, bonne soirée à tous. Allez, bonne nuit, bonne soirée, pas bonne nuit, excusez-moi, l'habitude.